puisque sa famille était accusée. Mais Charles IX faisant apparemment la sourde oreille, Retz ajoutait que les Huguenots étaient en tel désespoir, qu'ils s'en prenaient non seulement à Monsieur de Guise, à la reine, à Monsieur d'Anjou, mais qu'ils croyaient aussi que le roi en fût consentant et avoir résolu de recourir aux armes la nuit même. De sorte qu'il voit Sa Majesté dans un très grand danger, soit du côté des Huguenots, soit des catholiques par Monsieur de Guise. C'était le samedi 23 à 10 heures du soir, on voulait agir à minuit. Pour être en mesure, il fallait tirer un ordre immédiat. Ainsi, pas un moment de délibération, il lui fallut se décider sur l'heure et sans remise, trancher en un moment sur la résolution suprême qui allait, à partir de cette minute, retenir à jamais, emporter sa mémoire dans l'exécration éternelle. La peur est contagieuse. Il est probable que la peur visible de ce lâche Italien, sa pâleur, sa mine basse, courbée, son frissonnement, gagnèrent Charles IX. Sur son attitude hautaine, et sur sa colère au retour de Meaux, on l'avait cru brave. Mais il était, tous les récits l'attestent, d'un tempérament nerveux, d'une imagination infiniment impressionnable. La nuit, la situation imprévue, la pensée surtout d'avoir dans le Louvre même 30 ou 40 protestants des plus redoutés, un Pardaillan, un de Pile, les premières épées de France, tout concourut à la terreur. Ajoutons une circonstance, la première que je vais emprunter au récit protestant, jusqu'ici je n'ai rien tiré que des sources catholiques. On apprit à Charles IX que le peuple était armé, et comment cela, dit-il étonné. Votre Majesté elle-même avait ordonné que chacun fût à son quartier. Oui, mais j'avais défendu que personne prît les armes. Cet étonnement du roi ne se trouve que dans la relation protestante. Fait grave déjà prouvé par les registres de la ville. D'autant plus grave et naïf ici, qu'il échappe à l'auteur de la relation contre son propre système, et dément la longue préméditation qu'il attribue à Charles IX. Retz n'a point écrit de mémoire malheureusement. Nous ne savons pas par quel moyen décisif il gagna sa cause. Seulement il faut se rappeler qu'on parlait à un homme de tête bien peu solide, poète et fort imaginatif. L'Italien dut l'emporter, non en atténuant la chose, mais plutôt en la grandissant, en rappelant les massacres illustres de l'histoire, comme les vêpres siciliennes, mystérieuse et soudaine extermination d'un grand peuple en une nuit, saignée immense, vaste ruisseau de sang. Charles IX, dans sa visite à Coligny, avait demandé et vu la manche de son habit encore trempée de sang et de rouge. Une très mauvaise vue pour un fou. Il s'était fort exalté, regardant toujours cette manche, quoi. C'est là, répéta-t-il, le sang, le véritable sang de ce fameux amiral. Il paraît qu'au beau milieu de l'animation il lui revint une terreur. Mais si les protestants se vengent, s'ils se soulèvent par toute la France, s'ils ont des armées étrangères, etc. À cela, le doux Italien eut une réponse facile, c'est que M.M. de Guise prenait tout sur eux, qu'il en faisait une affaire de vendetta, de famille, une querelle personnelle, et nullement une affaire générale de religion. La chose resterait ainsi comme ces vieilles querelles de villes italiennes, comme les meurtres de la Scala, comme les vengeances mutuelles des Montaigu, des Capulet. Le roi pouvait dormir sur les deux oreilles. Le dimanche soir, tout serait fini, Guise partirait de Paris. Et en même temps une lettre du roi pour toute la France, les Guises et les Châtillons se sont battus, on a pu les en empêcher, le roi le déplore, mais il s'en lave les mains.
Lâche et bas conseil d'un cruel poltron, mais qui trouva le roi à son niveau. Ce ne fut guère qu'entre 11h et minuit que Charles IX, après ces 2 longues conversations, entamées par sa mère d'abord, achevées par Retz, fasciné et magnétisé par la peur de ce misérable, défaillit et consentit. On était si peu sûr de ses résolutions, quand envoyant l'ordre à Guise et à Marcel, ex-prévôt des marchands, la reine-mère décida que le signal sonnerait, non pas d'abord à l'horloge du palais, assez éloignée, mais à l'église même du Louvre, à Saint-Germain-l'Auxerrois. Chose bizarre, mais très naturelle, l'ayant enfin emportée, elle commença à avoir peur de sa propre résolution. Tavannes et le duc d'Anjou l'avouent unanimement. Elle se serait désistée, dit Tavannes, si elle avait pu point. Nous allassem, dit le duc d'Anjou, au portail du Louvre joignant le jeu de Paulmet, en une chambre qui regarde sur la place de la Basse-Cour, pour voir le commencement de l'exécution. Où nous ne fûmes pas longtemps, ainsi que nous considérions les événements et la conséquence d'une si grande entreprise, à laquelle, pour dire vrai, nous n'avions jusqu'alors guère bien pensé, nous entendîmes à l'instant tirer un coup de pistolet. Et ne saurois dire en quel endroïcte, ni s'il offensa quelqu'un, bien sais-je que le son seulement nous blessa si avant en l'esprit, qu'il offensa nos sens et notre jugement, esprit de terreur et d'appréhension des grands désordres qui s'alloient alors commettre. Et pour y obvier, envoyâmes soudainement et en toute diligence un gentilhomme vers monsieur de Guise, pour lui dire et expressément commander qu'il se retirât en son logis, et qu'il se gardât bien de rien entreprendre sur l'admiral, ce seul commandement faisant cesser tout le reste. Mais tout après, le gentilhomme retournant nous dit que monsieur de Guise lui avoir répondu que le commandement était venu trop tard et que l'admiral était mort point. Chapitre TPSIV Mort de Coligny et massacre du Louvre 22 à 26 août 1572. Si le coup de pistolet fit tressaillir la reine-mère et son fils, on peut bien croire que le blessé, dans sa triste insomnie, ne fut pas sans l'entendre. Il n'avait pas grand monde autour de lui. Beaucoup étaient au Louvre, chez le roi de Navarre, pour qui on craignait encore plus. Mais il avait, dans 2 maisons voisines de son hôtel, 2 postes de garde du roi. Il se sentait gardé par la parole royale, par les promesses et les traités faits avec les princes étrangers, par tout ce qu'il y a de respecté parmi les hommes. Il venait de recevoir une visite aimable, la plus rassurante de toutes. La nouvelle mariée, Marguerite de Navarre, dans ces moments sacrés où, femme et fille encore, oscillant d'un état à l'autre, la jeune épouse est si touchante, était venue le voir, et comme chercher la bénédiction du vieillard. Fallait-il croire qu'elle fût un espion? Une envoyée d'Anjou. Et ce frère, trop aimé, eussent été-il de sa petite Margot, ils appelaient ainsi leur sûre, pour cette commission scélérate. On en croira ce qu'on voudra. Le blessé, sur son lit, était dans ses pensées. Quelle la famille peut-être qu'il ne devait jamais revoir, cette femme admirable qu'il avait laissée enceinte et qui le rappelait en vain. Ou bien plutôt encore cette grande famille de l'Église, si divisée, si hasardée, orpheline de Dieu, dont la crise suprême était venue par toute la terre. Mais ces sombres pensées ne le reportaient-elles pas plus haut, plus loin encore, à la grande question des déchirements du dogme, à l'écroulement de l'arbre qui couvrit l'humanité de son ombre. Ramené à la foi des Suisses qu'adoptait Coligny, rentré dans la simple raison, l'Eucharistie emporte le christianisme lui-même. Tout cela pour lui seul.
Il avait cependant près de lui dans cette chambre 2 hommes admirables. L'homme de la douleur, le grand chirurgien du siècle, Ambroise Paré, grand de cœur autant que de génie. L'homme de la conscience, le saint pasteur Merlin qui, je crois, avait été envoyé par le prince d'Orange. C'est lui qui fit la prière à l'heure dernière de Coligny. Près de la porte de la chambre veillait aussi un bon et fidèle Allemand qui, à l'armée, lui servait d'interprète. En bas, quelques serviteurs et 5 ou 6 Suisses du roi de Navarre. C'était un peu avant le jour, entre 3 et 4 heures, dimanche 24 août. La cavalerie de Guise arrive aux portes et remplit la petite rue. À l'instant, les gardes du roi, de gardiens se font assassins. Caussin, leur capitaine, frappe au nom du roi. Le gentilhomme qui avait les clés ouvre, il est poignardé. L'amiral se lève au bruit, et, couvert d'une robe de chambre, dit au ministre, « Monsieur Merlin, faites-moi la prière. » Et lui-même ajouta, « Je remets mon âme au Sauveur. » Alors celui qui a été témoin et qui a rapporté ces choses entra dans la chambre, et, étant interrogé par Ambroise Paré que voulait dire ce tumulte, il dit, en se tournant vers l'amiral, « Monseigneur, c'est Dieu qui nous appelle à lui. » Il répondit, « Il y a longtemps que je me suis disposé à mourir. Mais sauvez-vous, vous autres, s'il est possible. » Les témoins affirment qu'il ne fut pas plus troublé de la mort que s'il n'y eût eu bruit quelconque. Tous montèrent et échappèrent la plupart par le toit. L'Allemand, Nicolas Mas, resta seul avec l'amiral. Relation. Cependant on avait rompu la porte de l'escalier. Caussin marchait en tête avec les Suisses du duc d'Anjou, sous ses couleurs, blanc, noir et vert. Ces Suisses, voyant sur l'escalier les Suisses du roi de Navarre, ne tiraient pas. Mais Caussin fit tirer les gardes. On força alors la porte de la chambre, et 2 hommes entrèrent les premiers, 2 serviteurs des Guises, l'un, le Picaratin, qui était au duc d'Aumale, nourri chez lui longtemps pour tuer le frère de l'amiral, l'autre était un Allemand, Bem, attaché à la personne de Henri de Guise, qui passait pour aimer beaucoup le jeune prince et le gouvernait entièrement. Il fut récompensé plus tard par un riche mariage avec une bâtarde du cardinal de Lorraine qui avait été élevée en Espagne près de la reine Élisabeth. Bem fut comblé des dons du roi d'Espagne, mais finit misérablement. Avec ces 2 meurtriers, se trouvait Sarlabou, le gouverneur du Havre, ex-capitaine de Coligny, qui venait tuer son chef pour constater sa foi de renégat. Atteint à raconter plus tard qu'il avait été interdit de trouver si extraordinairement tranquille un homme qui avait la mort devant les yeux. L'impression fut telle sur Atteint que, revenu chez lui, plusieurs jours après, il restait blême et dans une sorte de frayeur. L'Allemand Bem, qui s'était animé à lever la porte avec un épieu, et qui, sans doute, avait pris du cœur dans le vin, fut plus résolu que les autres. Il avança et osa dire un mot, il demanda ce qu'il savait très bien, « N'es-tu pas l'amiral ?» Coligny lui dit posément, « Jeune homme, tu viens contre un blessé et un vieillard. Du reste, tu n'abrégeras rien. » Faisant entendre que, malade, frappé de la nature, il était mort déjà, hors de la main des hommes. Bem, avec un juron horrible, en reniant Dieu, lui poussa dans le ventre cette bûche pointue, ce gros épieu qu'il avait dans la main. On dit que Coligny, assommé de la sorte par cette lourde bête, n'ayant pas même un coup d'épée, sentit son cœur de gentilhomme, et, tombant, lui lança ce mot, « Si c'était un homme, du moins. »
c'est un goujat. Alors Bim frappa, refrappa sur la tête. Et les autres, enhardis, vinrent lui donner chacun son coup. Guise était en bas à cheval dans la cour avec le bâtard d'Angoulême. Il cria, Bim, as-tu fini, c'est fait, mais monsieur d'Angoulême n'en veut rien croire, s'il ne le voit point. Bim alors, avec Sarlabou, prirent le corps par-dessous pour le jeter par la fenêtre. Était-il, n'était-il pas mort? On ne le sait. Il se trouva par le trouble des meurtriers, ou par je ne sais quel réveil de vie et de résistance, que le corps s'accrocha un moment à la fenêtre, cependant il tomba. Ces assommeurs savaient si mal leur métier, que, frappant à tort, à travers, ils avaient justement gâté ce qu'eût le mieux gardé tout sage bourreau, ce qu'on expose, le visage et la tête. Les deux grands seigneurs, descendus de leurs chevaux, avaient beau regarder. Cependant le bâtard, lui torcha la face, et, écartant le sang, dit, ma foi, c'est bien lui point. Et il lui donna un coup de pied. Certains disent que Guise en fit autant et lui donna du pied dans le visage. Il y avait là aussi un Italien de Sienne, Petrucci, qui appartenait à Gonzague, duc de Nevers. Il coupa proprement la tête, et la porta au roi et à la reine, au duc d'Anjou. On l'embauma avec soin pour l'envoyer à Rome qui, depuis si longtemps et si instamment, l'avait demandé. Au moment où l'assassinat fut su au Louvre, l'affaire étant lancée et toute hésitation désormais impossible, la cloche du signal sonna à la paroisse du Louvre, Saint-Germain-l'Auxerrois. Ce ne fut que longtemps après, lorsqu'il était grand jour, qu'on sonna la cloche du palais au coin du quai de l'Horloge, pour convier la ville au massacre. Mais la ville était déjà avertie d'une autre manière. Coligny tué, la tête coupée, et, ce morceau de roi, ayant été porté au Louvre, on avait généreusement donné à la canaille les reliefs du festin. Des enfants et des misérables, qui ne sont ni enfants, ni hommes, sans barbe, sans âge et qu'on croirait sans sexe, femmes hommes et hommes-femmes, les fils naturels du ruisseau, fondirent, à travers les soldats, dans la cour de l'amiral, et trouvant là ce corps, furent ravis de s'en emparer. Si la tête manquait, il y avait encore autre chose, assez pour le régal, les couteaux travaillèrent, on coupa les mains pâles qui avaient tenu si longtemps l'épée de la France, la sainte épée de Dieu, on coupa les parties naturelles, et on les porta dans Paris. Au tronc, les enfants attachèrent une corde, et le tirèrent par les ruisseaux rougis jusqu'au bord de la Seine, et il y resta quelque temps. Mais d'autres amateurs survinrent, qui s'en emparèrent à leur tour, le suspendirent à Montfaucon. On l'y mit de façon outrageante et bizarre, le dos sur une poutre, le cou, les pieds, chacun de leur côté, flottant, ballant, le ventre en l'air. D'autres, qui arrivaient tard, n'y surent plus que faire, sinon d'allumer du feu dessous, pour le noircir du moins, le griller comme un porc. Quelques-uns s'en tenaient les côtes. Dans cette nuit fatale, du samedi 23 au dimanche 24, les heures se marquent ainsi. La reine parle au roi le soir, 7 ou 8 heures. Retz vient lui faire l'aveu de sa mère et de son frère, 10 heures. Ordre donné à Guise, 11 heures, par la reine et le duc d'Anjou. La ville avertie d'armer à minuit. Long intervalle de 4 heures, les Guises attendant que la ville soit armée, avant d'attaquer Coligny. À l'aube, un peu avant 4 heures, signal du coup de pistolet, Coligny tué. Marguerite dit qu'au petit jour son mari se leva, sortit, qu'elle dormit 1 heure,
puis fut éveillé par le massacre du Louvre qui dut commencer entre 5 et 6. Pourquoi ce dangereux retard après la mort de Coligny qui, su au Louvre, pouvait faire mettre en défense les protestants du roi de Navarre? Le duc d'Anjou l'explique peut-être en disant qu'il y eut un moment d'hésitation, que sa mère et lui eurent frayeur et eussent voulu tout arrêter, mais que Guise dit qu'il était trop tard. Qu'allait-on faire de ces gentilshommes qui étaient dans le Louvre, sous le toit du roi? Grande et cruelle question. Si la reine-mère, si Retz avait eu le soir tant de peine à décider Charles IX sur la question générale, il est peu probable qu'il l'eusse encore compliqué de cette difficulté terrible. Ce fut, je crois, le matin, et, Coligny tué, ce fut vers 5 heures qu'on apporta à Charles IX ce breuvage amer et qu'on le lui fit avaler. C'était lui-même qui, le jour de la blessure de l'amiral, avait engagé Navarre et Condé à faire entrer leurs gentilshommes pour se garder des entreprises de Guise, qu'il appelait « un mauvais garçon ». Tout s'était offert, empressé, sur une telle assurance, ils étaient 30 ou 40, outre les gouverneurs, précepteurs, valets de chambre et domestiques des deux jeunes princes. Depuis 3 jours, Charles IX vivait avec eux, les avait aux tables royales, mêlés avec sa maison. Exécrable fatalité! Il fallait que ce couteau qui leur coupait le pain du roi, on le leur mit dans le cœur, que, de commensaux et convives qu'il avait été le soir, les serviteurs, officiers ou capitaines des gardes se trouvassent au matin bourreau. La parole du roi de France, révérée chez les infidèles et jusqu'au bout de la terre. La parole de gentilhomme, de l'hôte féodal, la sécurité complète avec laquelle on quittait ou on déchargeait ses armes en passant le pont-levis. Toutes ces vieilles religions de la France brisées et détruites, et l'honneur même assassiné. Pour en venir là, il fallut une grande peur, une crainte extrême de ces hommes et l'attente d'un combat sanglant. Dans ce Louvre si bien fermé, au fond même du filet de mort où personne n'aurait vu, nous trouvons pourtant un témoin, la jeune reine de Navarre, le soir, étant au coucher de la reine ma mère, assise sur un coffre auprès ma sœur de Lorraine que je vois fort triste, la reine m'aperçut et me dit que je m'en allasse coucher. Comme je faisais la révérence, ma sœur, se prenant à pleurer, me dit, mon Dieu, ma sœur, n'y allez pas. Ce qui m'effraya extrêmement. La reine se courrouça fort et lui défendit de me rien dire. Ma sœur lui dit qu'il n'y avait point d'apparence de m'envoyer sacrifier comme cela, et que, sans doute, s'il découvra quelque chose, il se vengera sur moi. La reine-mère me commanda encore rudement que je m'en allasse coucher. Ma sœur, fondant en larmes, me dit bonsoir sans m'oser dire autre chose. Et moi je m'en allai toute transie et éperdue. Je trouvai le lit du roi, mon mari, entouré de 30 ou 40 huguenots que je ne connaissais point encore, et qui parlèrent toute la nuit de l'accident de l'amiral. La nuit se passa sans fermer l'œil. Au point du jour, le roi, mon mari, dit qu'il vouloit aller jouer à la paume, attendant que le roi Charles fût éveillé, se résolvant de lui demander justice. Il sort de ma chambre et tous ces gentilshommes aussi. Moi, voyant qu'il était jour, estimant le danger passé, vaincu du sommeil, je dis à ma nourrice qu'elle fermât la porte pour pouvoir dormir. 1 heure après, comme j'étais le plus endormi, voici un homme frappant des pieds et des mains à la porte, et criant, « Navarre! Navarre !» Ma nourrice ouvre, pensant que ce fût mon mari. « C'est toi un gentilhomme nommé Monsieur de Téjean,
qui avoit un coup d'épée dans le coude et un coup de hallebarde dans le bras, et Étoile encore poursuivi de 4 archers qui entrèrent tous après lui. Il se jeta dessus mon lit. Moi, sentant ces hommes qui me tenoient, je me jette à la ruelle, et lui après moi, me tenant toujours à travers du corps. Je ne connoissois point cet homme, et ne savois s'il venoit là pour m'offenser, ou si les archers en vouloient à lui ou à moi. Nous crions tous deux et étions aussi effrayés l'un que l'autre. Enfin Dieu voulut que Monsieur de Nançay, capitaine des gardes, y vînt, qui, me trouvant en cet état, encore qu'il y eût de la compassion, ne se put tenir de rire et se courrouça fort aux archers de cette indiscrétion, les fit sortir et me donna la vie de ce pauvre homme qui me tenoit, lequel je fis coucher et panser dans mon cabinet jusqu'à ce qu'il fût guéri. Je changeai de chemise, parce qu'il m'avoit toute couverte de sang. Monsieur de Nançay me conta ce qui se passoit, et m'assura que mon mari étoit dans la chambre du roi et qu'il n'auroit nul mal. Et, me faisant jeter un manteau de nuit sur moi, il m'emmena chez Massure, où j'arrivai plus morte que vive. Entrant dans l'antichambre, un gentilhomme, se sauvant des archers qui le poursuivoient, fut percé à 3 pas de moi. Je tombais de l'autre côté presque évanoui entre les bras de Monsieur de Nançay, et pensai que ce coup nous eût percé tous deux points. Rien ne manque à ce récit, ni la dureté incroyable de la mère, qui aventure ainsi sa fille et la remet au hasard, à la générosité improbable de ceux qu'on va assassiner, ni, d'autre part, la confiance, l'imprévoyante légèreté des gentilshommes protestants, qui s'en vont jouer à la paume dans ces sombres circonstances, se divisent, comme pour rendre l'exécution plus facile. Car les uns allèrent jouer, les autres restèrent en haut, le capitaine des gardes désarma ceux-ci un à un. Pour les joueurs, on leur ôta le roi de Navarre, que Charles fit appeler, avec le prince de Condé. La mort de ces 2 princes avait été mise en discussion, et ils n'avaient été sauvés que par le duc de Nevers, et sans doute aussi par l'idée qu'en les tuant on eût rendu trop fort les Guises. On fit remarquer à Charles IX qu'en réalité ces jeunes princes n'avaient guère de religion que les femmes et l'amusement, non plus que 3 ou 4 autres protestants de cour qu'on sauva et qui se donnèrent au roi. Navarre et Condé mandaient, Charles IX leur aurait dit, selon quelques-uns, la messe ou la mort. Parole non probable dans la bouche du royal acteur, qui décidément avait pris son rôle, et le joua à faire croire qu'il l'avait toujours médité. Mais les autres, qui n'étaient pas princes, que devenaient-ils? Les archers, comme on a vu, les piquaient de chambre en chambre pour qu'ils se précipitassent par les escaliers ou par les fenêtres dans la cour, où les massacreurs, en rang, les pics serrés, les recevaient, les achevaient. Le premier qui fut tué dans la cour fut un gentilhomme qui, voyant toutes ces troupes, s'avisa de demander pourquoi elles étaient là rangées si matin. On avait dit au dehors qu'on les réunissait de nuit pour une fête, un combat simulé. Celui à qui il parlait, c'était un Gascon, pour réponse lui passa l'épée au travers du corps. Mais la boucherie générale se fit par les Suisses. On voit alors combien ces Allemands étaient utiles, ne sachant pas le français, étant catholiques, des petits cantons qui ont l'exécration du protestantisme, ils frappaient comme des ours ou des assommeurs de buffles. Ivres d'ailleurs probablement, ils tuaient sans regarder, des gens désarmés, n'importe. Il paraît cependant qu'on doutait de l'obéissance, car on décida le roi à se montrer à une fenêtre de la cour. Les amis des Guises sans doute, Anjou et sa mère, voulurent qu'il fût bien constaté qu'il était de la tuerie, qu'ils la voulaient et l'ordonnaient.
Le plus vaillant de ces vaillants, Pardaillan, que la plupart n'auraient pas regardé en face, amené là, sans épée, à l'abattoir, fut saigné comme un mouton. Le propre gouverneur du roi de Navarre, Beauvais, sans la moindre considération de son élève, fut égorgé. Ces malheureux, de la cour, adressaient à cette fenêtre les appels les plus pathétiques, et ne trouvaient dans le roi, dans leur hôte, dans ce magistrat de la justice commune, que l'œil sauvage, égaré, furieux, d'un misérable fou. Il y avait dans cette foule un homme que Charles IX devait entre tous épargner, c'était lui qui l'avait arrêté 3 mois au siège de Saint-Jean d'Angély, le capitaine de Pile, c'était comme un adversaire, un ennemi personnel. À ce titre, il était sacré. De Pile le sentait, et, dans la cour, devant ce monceau de morts sur lequel il devait tomber, il lança au balcon du roi un cri foudroyant, le sommant de sa parole, à faire trembler la cour du Louvre. Il entendit et fit le sourd. Alors de Pile, arrachant de ses épaules un manteau de valeur, le tend à un gentilhomme, « Prenez, monsieur, et souvenez-vous. » Le gentilhomme n'osa prendre ce gage dangereux de vengeance, il eût été tué à 2 pas. Cette surdité de Charles IX a constaté sa bassesse. Elle le met devant l'histoire plus bas que la Saint-Barthélemy. Chapitre XXV. Quelle part Paris eut au massacre août 1572. Guise, Montpensier et Gonzague, Nevers, 3 princes, furent les principaux exécuteurs. Ajoutons Y. Tavannes, l'homme du duc d'Anjou. Le roux et sauvage Tavannes, dont le portrait fait horreur, regardait les protestants comme des rivaux militaires avec jalousie de métier. Il se vengeait du mot qu'il avait dû avaler, que Tavannes était espagnol. Il égaya le massacre, « Saignez, saignez, disait-il, la saignée est bonne en août comme en mai. » Tavannes tua en brutal soldat, Montpensier en dévot furieux, Guise et Gonzague en italien calculé et politique. D'abord Gonzague, Nevers, voulait se tirer de Paris, agir plutôt au dehors, supposant bien que les choses seraient moins en lumière et resteraient moins dans le souvenir. Il voulait qu'on le chargeât de poursuivre ceux qui fuiraient avec sa cavalerie. On ne lui permit pas. Guise montra dans le massacre une froideur extraordinaire pour un jeune homme de son âge. Il dit d'abord cyniquement aux troupes qu'il s'agissait d'une bataille à coup sûr, d'en finir pendant qu'on tenait ces gens, dont on aurait bon marché. Ensuite, il arrangea la chose de manière à se faire des amis en tuant les ennemis, à rendre le massacre agréable à beaucoup de gens. Par exemple, il mena chez Monsieur de la Rochefoucauld un homme qui avait promesse de sa compagnie de gendarmes, qui même n'avait voulu marcher qu'à cette extrême condition. La Rochefoucauld était aimable et plaisant, fort aimé du roi, qui le soir avait essayé de le retenir au Louvre, peut-être pour le sauver. Le matin, Simasque frappe à sa porte. Le malheureux ne fait nul doute que ce ne soit une algarade du roi qui vient le faire battre. Il n'hésite pas à ouvrir, en demandant toutefois qu'on le traite en douceur. Il riait quand on l'égorgea. Téligny, gendre de l'amiral, était aussi une sorte de favori du roi, il l'aimait, tout le monde l'aimait. On n'aurait pas pu le tuer. Mais le duc d'Anjou le faisait chercher. On l'avisa sur un toit, qui fuyait, et on le tira. Les protestants du faubourg Saint-Germain avaient tant de confiance, qu'avertis, ils s'obstinèrent à tout attribuer aux Guises et envoyèrent demander la protection du roi. Grand fut leur étonnement quand, abordant en bateau près du Louvre, ils virent les gardes du roi qui tiraient sur eux, ils s'enfuirent. Ce fou Charles IX,
d'un sauvage instinct de chasseur, il fuit, dit-il, il fuit. Donnez-moi une carabine. Et on assure qu'il tira. Celui qui s'était chargé d'égorger le faubourg Saint-Germain avait manqué son affaire. Guise crut que tout était perdu. Il y avait plusieurs chefs, spécialement Montgéomery. Il y court, se trompe de clé, à la porte de Bioussy, il ne peut sortir. Tout se sauve. Il les suivit au grand galop, mais toujours fort distancé, jusqu'à Montfort-l'Amaury. À son départ, les gens de l'hôtel de ville, loin d'approuver le massacre, se mirent en réclamation. Hardi de l'absence de Guise, le prévôt des marchands charrons, dont l'ex-prévôt Marcel avait usurpé la nuit les fonctions, mais qui était un magistrat et un modéré, fait prier le roi d'empêcher sa maison, ses princes et le petit peuple de tuer et piller. Il était midi. Le roi, qui lui-même venait de tirer, accueille la demande à merveille et ordonne aux échevins de monter à cheval et d'arrêter tout. Ordre aux bourgeois de désarmer et de rentrer dans leurs maisons. On voit que la ville était bien loin d'avoir en cette horrible affaire l'unanimité qu'on a supposée. Quelle part réelle prit-elle au massacre? C'est ce qui restera fort obscur. Je ne nie nullement du reste que Paris ne fut de mauvaise humeur contre le protestantisme. Le commerce était ruiné par la guerre, la milice humiliée, l'université déserte. Paris descendait cette pente de décadence et de ruine dont le siège effroyable de 1594 a marqué le fond. Les massacreurs d'août 1572, comme ceux de septembre 1793, je l'ai fait remarquer ailleurs d'après les pièces originales, furent en partie des marchands ruinés, des boutiquiers furieux qui ne faisaient pas leurs affaires. Un seul, l'orfèvre Crucé, se vantait d'avoir égorgé 400 hommes. Après le massacre, il se fit ermite, et assassina encore un marchand qu'il reçut dans son ermitage. Mais la milice bourgeoise n'était pas toute de ce caractère. Un de ses capitaines, Pierre Loup, procureur au Parlement, se trouvait avoir arrêté un grand seigneur protestant et tâchait de le sauver. Les émissaires de la cour lui demandent ce qu'il attend. « J'attends, dit-il, que je parvienne à me mettre bien en colère. » Ils lui dirent alors qu'il était chargé de mener son homme au Louvre, le lui arrachèrent des mains et le tuèrent à 2 pas. Dans cette bataille à coup sûr que Guise promettait à ses gens, la palme doit être accordée au capitaine Charpentier, capitaine et professeur, honnête bourgeois de la ville, riche, estimé, considéré, qui, dans ce jour d'énergie, se signala par la mort du plus dangereux révolutionnaire, du mortel ennemi de la scolastique, du novateur insolent Pierre Ramus, ou la Ramée. Charpentier est suffisamment caractérisé par un mot. Les mathématiques sont une science grossière, une boue, une fange ou un porc seul, comme Ramus, peut aimer à se vautrer. Charpentier, fortement poussé des Guises, jusqu'à être fait recteur à l'âge de 25 ans, ne dédaigna pas d'acheter une chaire de mathématiques au Collège de France, pour l'explication d'Euclide et autres mathématiciens grecs. À quoi il avait un titre solide, de ne savoir, dit-il lui-même, ni grec, ni mathématiques. Ramus et la majorité du Collège de France réclamèrent au Parlement, qui décida qu'un examen préalable était nécessaire. Charpentier était si puissant, qu'il se moqua de la sentence, et enseigna sans examen, et sans dire un mot de mathématiques. Ainsi le but fut atteint, la chaire devint inutile. On commençait à comprendre, d'après Copernic qui se répandait,
combien la lumière des mathématiques pouvait être dangereuse aux vieilles ténèbres. Charpentier rendit le service de fermer solidement cette porte des sciences. Les familles bourgeoises n'envoyèrent plus leurs enfants qu'au collège de Clermont, où fleurissait la grammaire, où les jésuites, dès lors de plus en plus à la mode, enseignaient Musa, la muse. Ramus méritait la mort, et pour avoir détrôné l'Aristote scolastique, et pour avoir restauré dans l'enseignement l'harmonique unité des sciences, et pour avoir forcé la science à parler français, mais bien plus la méritait-il pour avoir dit que le capitaine Charpentier était un âne, pour l'avoir laissé 12 ans écrire contre lui, sans y faire attention. Si Charpentier était un âne en mathématiques, il ne l'était pas dans l'intrigue. Dans le procès des Jésuites qui les établit en France, il se mit pour eux, et par là gagna le cardinal de Lorraine, vieux camarade de classe de Ramus, qui jusque-là le protégeait. Il s'unit intimement à l'évêque Vigor et autres futurs ligueurs qui déjà depuis longtemps demandaient la Saint-Barthélemy. Enfin, quand Ramus, en péril, menacé par eux comme protestant, quitta Paris et suivit l'armée de Coligny, Charpentier se mit à la tête des professeurs bien pensants pour demander que les fuyards, les renégats de l'université, ne puissent y rentrer jamais. À la paix de 1570, Ramus ne trouva plus sa chaire, il eut par grâce un abri dans sa propre maison, dans le collège de Presles, qu'il avait recréé, et même rebâti de son argent. De ce grenier rayonnait une lumière importune. Toute l'Europe y avait les yeux. Les universités d'Italie, d'Allemagne, de Hongrie, de Pologne, offraient des chaires à Ramus. L'Angleterre acceptait ses doctrines, ses livres, un siècle encore après, y furent commentés par Milton. Cela était intolérable. Les futurs ligueurs poussaient contre lui des cris de mort. Charpentier mettait la main sur la garde de son épée. Si j'ai quitté la toge pour l'épée, dit-il, Caton, Cicéron, en firent autant. Le pape aussi. N'a-t-il pas pris son glaive, sonné la charge, combattu avec nous, tout au moins de son argent? La terreur dont vous vous plaignez est un moyen légitime. Les proscriptions. N'en parlez pas, car vous y feriez penser. Prenez garde. Prenez garde. Vous ne songez pas assez à l'issue que tout ceci peut avoir. Charpentier avait raison. On ne respecte pas assez la redoutable armée des sots, imposant à tant de titres, surtout comme majorité. Elle n'entend pas raillerie. Le spirituel diplomate Jean de Montluc le dit à Ramus, et voulut l'emmener en Pologne, où il allait travailler l'élection du duc d'Anjou. Il eût voulu seulement que Ramus l'y aidât de son éloquence. Ce grand homme, qui était un honnête homme, n'accepta nullement d'entrer dans ce tripotage. Il resta, et il périt. Ce fut le mardi 26 août, quand la première fureur était calmée, quand les protestants étaient massacrés pour la plupart, mais qu'on glanait ici et là, chacun cherchant ses ennemis. Charpentier ne parut pas. Mais le peuple fit l'affaire. Le peuple, c'était un tailleur et un sergent, avec une bonne escouade de gens payés. Ils ne cherchèrent pas au hasard, mais allèrent droit à l'adresse, forcèrent la porte du collège, montèrent sans hésitation au 5e, où Ramus avait son cabinet de travail. Ils le trouvèrent qui priait. L'un tira à bout portant, et pourtant si mal, qu'il tira à la muraille. L'autre, plus habile, lui passa une épée au travers du corps. Palpitant, on le jeta du 5e étage. Il vivait encore.
Les enfants, on a toujours des enfants pour ces fêtes-là, le traînèrent à la rivière, dans la route, un chirurgien coupa, emporta la tête, sans doute pour Charpentier. Quelque temps, le corps surnagea près du pont Saint-Michel. Mais des bourgeois, qui trouvaient qu'ils n'en avaient pas assez, payèrent des bateliers pour ramener le corps au rivage, où les petits écoliers lui donnèrent le fouet. Qui pourrait croire qu'on ait pu envier à Charpentier l'honneur qu'il a si bien gagné dans cette grande circonstance? Celui qui le lui conteste fut, dit-on, témoin de toute l'affaire. Et la preuve qu'on en donne, c'est qu'il était à Orléans. Croyons en le pauvre Lambin, ami de Ramus. Il ne doutait nullement que Charpentier ne fût l'assassin, si bien que, sachant qu'il le cherchait aussi, il se crut mort, prit la fièvre, et réellement mourut de peur. Croyons en surtout Charpentier lui-même. Lorsque tout le monde regrettait, déplorait la Saint-Barthélemy comme un crime horrible, de plus inutile, lui, il lui reste fidèle et la glorifie, écrivant au cardinal de Lorraine en janvier 1573, ce brillant, ce doux soleil qui a éclairé la France au mois d'août. Sur le système de Ramus, ces fadaises ont bientôt disparu avec leur auteur. Tous les bons en sont pleins de joie. Dieu nous la rende durable, Dieu que tu outrageas, Ramus, et qui enfin t'a puni. Enfin, ce mot touchant d'un vainqueur qui s'attriste presque, sentant qu'il n'a plus rien à faire, nunc dimiti servum tuum, Ramus et Lambin vivant, j'avais à lutter, la vie me fut douce. Quel charme maintenant auront mes études? Plus d'adversaires, plus de rivaux. Charpentier avait des raisons très sérieuses de pleurer Ramus. Il avait imaginé de faire payer les leçons, toujours gratuites, du Collège de France, et percevait un droit à la porte de son cours. Tant que Ramus fut vivant et que dura la dispute, on allait chez Charpentier écouter ses injures. Il gagnait gros. Ramus mort, il se trouva ruiné, la boutique abandonnée, l'appariteur se morfondit sur son comptoir vide, Charpentier ne vécut guère, en 1574, le pauvre homme mourut, et probablement de chagrin. Chapitre XXVI Suite du massacre août, septembre et octobre 1572. Le lundi 25, au soir, Guise, harassé de sa longue chevauchée, rentrant dans Paris, y trouva une chose peu rassurante, le massacre continuait, mais malgré le roi, et au nom de Guise. Le roi, malgré l'horrible exécution du Louvre faite sous ses yeux et par lui, se lavait les mains du tout, commandait aux Parisiens le désarmement, et faisait écrire aux provinces que les Guises avaient tout fait, qu'il avait assez eu à faire pour se garder dans son Louvre, qu'il n'y avait rien de rompu dans l'édit de pacification. Dès lors, affaires particulières et querelles de famille. Vendetta pour vendetta. La question posée ainsi ne pouvait manquer de tourner contre la poitrine de Guise 100 000 épées protestantes. Tout retombait d'aplomb sur lui. Le très secret conseil italien de la reine-mère paraissait se dévoiler, tuer les Châtillons par les Guises, puis les Guises par les Châtillons. Henri de Guise, qui avait promis au roi de quitter Paris le dimanche soir, ne bougea pas. Tout son parti le retint. Les 2000 qu'on avait tués du premier élan étaient sans nul doute les 600 gentilshommes de Coligny et leurs domestiques. Tous ceux qui directement avaient travaillé au massacre, comme les disonniers de la ville, ou l'avaient favorisé, comme les moines qui l'avaient prêché, les chanoines, curés et riches ecclésiastiques, qui logeaient l'armée des Guises, se sentaient fort compromis.
Si Montmorency fût entré avec sa cavalerie pour exécuter le désarmement qu'ordonnait le roi, tous ces violents catholiques auraient été accusés par leurs voisins qui les avaient vus opérer, par les protestants parisiens. Ceux-ci étaient gens de commerce et d'industrie, comme on le voit sur une liste nominale des morts, des principaux, des gens connus, que donne la relation: cordonnier, libraire, relieur, chapelier, tisserand, épinglier, barbier, armurier, fripier, tonnelier, horloger, orfèvre, menuisier, doreur, boutonnier, quincaillier, etc. Ces libres marchands étaient en concurrence naturelle avec les marchands clients du clergé, affiliés aux confréries, coopérateurs de l'exécution. 1000 raisons de peur, de haine, de jalousie de métier, et, tronquons le mot, d'intérêt, devaient leur faire désirer que l'exécution de dimanche continuât sur ces voisins odieux, concurrents de leur commerce, et peut-être demain leurs accusateurs. Malgré tant de bonnes raisons pour recommencer le massacre, il y avait langueur pourtant, lassitude, l'affaire, le lundi, ne reprenait pas. L'hôtel de ville et le roi venaient de se prononcer contre, peut-être n'eût-on plus rien fait sans une ingénieuse machine dont s'avisa un cordelier. Le temps était admirable, le soleil très beau, très chaud, les arbres reverdoyaient de cette végétation tardive qu'on appelle les pousses doux. Au cimetière des Innocents, il y avait une aubépine, notre cordelier cria qu'il y voyait une fleur. Y était-elle? La chose n'est pas impossible. Mais peut-être aussi fut-elle attachée, car on ne permit à personne de vérifier de près. Pour garder l'arbre de la foule, on l'environna de soldats qui tinrent le peuple à distance. Mais, s'il ne vit pas de miracle, tout au moins il l'entendit, car, de toutes les paroisses, de tous les couvents, dans tous les clochers, les cloches se mirent en branle comme elles auraient fait à Pâques, elles bondirent, mugirent de joie. Cette épouvantable tempête de bruit si inattendue qui plana sur la grande ville y versa comme une ivresse, un vertige de meurtre et de mort. Nous avons vu, T7, aux grandes émeutes des villes populeuses des Flandres, ces effets terribles des cloches. Il n'y avait pas un tisserand, quand Roland sonnait à voler, qui ne saisît son couteau. Cette sonnerie tranchait nettement, violemment la question. Le clergé, en la faisant, reprenait l'affaire pour son compte. Le roi et Guise déclinaient, se renvoyaient le massacre. Eh bien, le ciel l'adoptait, ce n'était plus le massacre du roi Charles IX ou d'Henri de Guise, c'était la justice de Dieu. Les choses recommencèrent avec un caractère nouveau et singulier d'atrocité, cette fois de voisin à voisin, entre gens qui se connaissaient. On tua plus soigneusement, et les femmes, et les enfants, et même les enfants à naître, pour éteindre les familles, couper court aux futures vengeances. Il est singulier de voir combien on tua de femmes enceintes, on leur fendait le ventre et on arrachait l'enfant, de peur qu'il ne survécût. Le papier pleureroy, si nous y mettions tout ce qui se fit point. Un marchand qu'on traînait à l'eau eut ce malheur que ses enfants, ne voulant pas le quitter, se suspendaient après lui, criant toujours, hélas! Mon père! Hélas! Mon père! Tous ensemble furent massacrés et jetés à la rivière. Dans une maison déserte où tout avait été tué, restaient 2 tout petits enfants, les bourreaux les prirent dans une hotte comme une portée de petits chats, et Gaimont, devant tout le monde, les jetèrent par-dessus le pont. Un nourrisson au maillot fut traîné la corde au cou par des gamins de 10 ans. Un autre presque aussi petit, qu'un tueur emportait dans ses bras, se mit à jouer avec sa barbe en souriant. Le barbare,
qui peut-être aurait faibli, maugréa contre le petit chien, l'embrocha et le jeta. Tout était hurlements, cris épouvantables de femmes qu'on jetait par les fenêtres, coups de fusil, portes brisées à coups de bûches et de pierres, cadavres traînés dans le ruisseau par les huées, les sifflets. Il y eut des choses inouïes. Un mari remercia ceux qui venaient de le faire veuf. Une fille mena les meurtriers à la cachette de sa mère. Un pauvre homme, déjà dépouillé, mis tout nu, avait échappé, caché sous l'arche d'un pont, la nuit, il court chez sa femme. Mais elle n'ouvrit, elle le laissa dans la rue jusqu'à ce qu'il eût été tué. Dans la confusion immense, l'occasion était belle pour faire des affaires. Les plaideurs tuaient leur parti. Les candidats aux charges les rendaient vacantes par la mort des occupants. Les héritiers, avec une balle ou 2 pouces d'acier, se mettaient en possession. Les grands seigneurs ne perdirent pas leur temps. Loménie, secrétaire du roi, avait une belle terre à Versailles, fort enviée de Gondi. Dès qu'il fut emprisonné, Gondi lui offre protection, Loménie lui eut tout donné, Gondi, très délicat, ne veut la terre qu'en l'achetant, l'achète au prix qu'il veut. Ce n'est pas tout, il faut encore que Loménie, par écrit, donne sa charge de secrétaire. Tout fini, il est poignardé. L'appétit venant en mangeant, on commençait à tuer aussi quelque peu les catholiques. Un rouillard, chanoine de Notre-Dame, fut tué dans sa maison. Pourquoi? Un historien en donne une raison, plus forte qu'on ne croit dans les guerres civiles, c'était un homme d'un mauvais caractère, et médiocrement agréable aux officiers de la ville. Biron, quoique catholique, ne se fia pas à cela, il s'enferma dans l'arsenal, dont il était gouverneur, fit lever les ponts-levis et pointer 2 coulevrines sur Paris. Il se garde ainsi, et avec lui quelques personnes, un enfant entre autres, qui avait le malheur d'être un riche héritier. Sa sœur et son beau-frère étaient désespérés de voir l'enfant échapper au massacre. La sœur donna ce spectacle exécrable de venir aux portes de l'arsenal prier et pleurer pour avoir son petit frère, qu'elle voulait sauver, disait-elle. Tout le monde sait l'aventure du jeune Cumont de la Force, qui montra tant de prudence. Caché sous les corps poignardés de son père et de ses frères, du fond de son bain de sang, il entendait toutes sortes de gens qui allaient et venaient, regarder les enfants morts. Quelques-uns disaient, tant mieux. Ce n'est rien de tuer les loups, si l'on ne tue les petits points. D'autres disaient, c'est dommage point. Mais l'enfant ne bougeait pas. Vers le soir enfin, il voit un homme qui levait les mains au ciel, et disait avec des larmes, « Oh! Dieu punira cela. » Il leva alors la tête tout doucement, et tout bas hasarda ce mot, « Je ne suis pas mort, mais comment t'appelles-tu? Menez-moi à l'arsenal. Monsieur de Biron vous payera bien point. » Que furent dans tout cela les Guises? Moins violents encore qu'avisés. Henri prit pour sa part un homme, le fameux partisan d'Acier, chef renommé des bandes du Midi. Il le sauva, et d'Acier devint son âme damnée. Pour son corps, il donna son âme. Chose populaire pour les Guises, dur contraste à la conduite du roi, qui n'osait sauver personne, et força même Fervacques à tuer son intime ami. Sauf ce cas toutefois, les Guises, partout ailleurs impitoyables, firent soigneusement tuer leurs ennemis personnels. Le catholique Salcède, par exemple, 10 ans auparavant, avait empêché le cardinal de Lorraine, évêque de Metz, de replacer cette ville sous la souveraineté de l'Empire.
Ils le firent tuer dans son hôtel, tout le pillage fut réservé et porté à l'hôtel de Guise. L'aspect du Louvre était bizarre. Charles IX qui, la veille au soir, avait défendu le massacre, le lundi donnait les dépouilles, autorisait le pillage. Il abandonna généreusement aux Suisses, pour salaire du dimanche, le pillage d'un riche lapidaire, qui valait 100 000 écus. De moment en moment, des hommes considérables venaient lui demander telle charge, elle est remplie. Non, vacante. Le titulaire est mort. On la donnait, mais non gratis. Les secrétaires du roi étaient là pour faire prix. C'est, sans nul doute, ce qui fit tuer le président des aides, le célèbre Laplace, l'excellent historien. Aimé, estimé et recommandé du roi et de la reine, il n'en fut pas moins égorgé. 2 jours entiers, il resta entre la vie et la mort, on venait toujours lui dire qu'il était attendu au Louvre. Il se déroba de chez lui, frappa à 3 portes d'amis, mais il n'y avait plus d'amis. Il rentra chez lui pour mourir. Il assembla sa famille, tous ses domestiques et servantes, et leur fit paisiblement une instruction sur les psaumes. On revint, il se décida, dit adieu aux siens. Il n'était pas à 4 pas, que sa mort fit vaquer sa place. On put la demander au Louvre. Ce Louvre étant une boutique, un comptoir, il devenait ridicule de désapprouver des morts dont on profitait. La reine et Anjou aussi, qui craignaient que Montmorency n'arrivât comme au secours du roi, et livrât bataille aux Guises, persuadèrent à Charles IX qu'il valait mieux prendre la chose sur lui, déclarer que c'était lui qui avait fait le massacre, mais pour se défendre d'un complot qu'aurait tramé Coligny. Dès lors Montmorency n'avait que faire devenir. Le mardi 26 août, on vit ce misérable mannequin, ce fou sauvage, avec son poil roux hérissé, le teint sinistrement rouge, 3e portrait Sainte-Geneviève, marcher solennellement avec sa cour, parmi les morts et les mourants, du Louvre au palais de justice, dire ce mensonge au Parlement, que c'était lui qui faisait tout point. Le président de Zao, le premier poltron de France, admira la sagesse du roi, et dit le mot de Louis XI, qui ne s'y dissimularait, ne s'y reniart point. Donc, le roi n'est pas un zéro. Donc il est obéi, c'est pour lui obéir qu'on a versé tout ce sang. En sortant, il se croyait roi. Roi de risée, de honte. Comme il sort, quelqu'un crie, il y a ici un Huguenot. Un homme est tiré de sa suite, sans autre façon poignardé. Le fou royal, regardant la foule de cet œil oblique et loustique, que donne son portrait de jeunesse, dit, pour flatter les assassins, si c'était le dernier Huguenot. Depuis le jour où l'autre Charles, le pauvre idiot Charles VI, siégeait, bavant, riant, pour l'amusement des Anglais, jamais la France n'avait été plus bas. Les protestants prétendent que les provinces reçurent des ordres écrits de massacre. C'est méconnaître étrangement la prudence de la reine-mère. Dans la peur qu'elle avait d'un soulèvement des grandes villes, elle donna à des quidams, à des aventuriers qui sollicitaient ses commissions, des lettres, mais de simples créances, pour les gouverneurs et magistrats, avec ordre verbal d'emprisonner les protestants notables. On se disputait ces commissions lucratives, qui, en réalité, constituaient ces drôles chefs de l'exécution et dictateurs du pillage. Partout la chose commença par l'emprisonnement et le massacre des prisons, puis la tuerie de maison en maison, le pillage des boutiques. Les victimes furent partout des marchands et des fabricants. Les listes nominales ne donnent point de gentilshommes. Ils échappèrent apparemment.
cette grande exécution tomba sur le commerce et l'industrie naissante, et un peu sur la robe. Elle fut extrêmement inégale, très sanglante ici, et là nulle. De Zhao dit qu'on évalue les morts à 30 000, mais qu'on exagère. La chose fut moins aveugle qu'on ne l'a cru. Elle fut dirigée de manière à rendre le plus possible. Plusieurs en restèrent riches. Ils tirèrent parti de leur mort jusqu'à vendre la graisse aux apothicaires. La cour dirigeait si peu, qu'Amo, dont la reine-mère était comtesse, et où l'explosion eut lieu dès le dimanche, une des premières victimes fut un receveur de la reine qui percevait pour elle la taxe fort dure qu'elle avait mise sur le drap et le vin. Dans plusieurs lieux, à Meaux, à Lyon, le procureur du roi se mit à la tête de l'exécution. Mais généralement les autorités locales s'en chargèrent, et la justice se tint quoi, s'effaça, s'absenta, ignora. À Troyes, le conseil du massacre se tint chez l'évêque Beaufremont. À Orléans, il se fit sur une lettre de l'évêque Sorbin, prédicateur du roi. À Toulouse l'emprisonnement se fit par le Parlement même, les membres catholiques firent arrêter leurs confrères protestants. Les étudiants, maîtres d'armes, spadassins des écoles, se chargèrent du massacre. 5 conseillers furent pendus en costume. En Dauphiné, en Provence, en Auvergne, il n'y eut rien ou presque rien. Les gouverneurs, même de Gordes, de Tende, exigeaient des ordres écrits. Le dernier, allié de Montmorency, dit que, même avec ordre, il ne ferait rien. Les protestants, bien avertis, étaient partout armés, leurs anciens chefs tout près. Aux gens de la cour qui venaient, Gordes dit, Montbrun vit encore point. Rien en Bourgogne, peu ou rien en Picardie et dans le nord, excepté à Rouen, où on versa beaucoup de sang. Le 30 août, lettre du roi, envoyée partout pour arrêter le massacre. On y fit si peu d'attention, qu'à Troyes, celui qui l'apportait la garde 2 jours dans sa poche, pendant qu'on fit l'exécution. Du reste, il ne faut pas s'y tromper, la Saint-Barthélemy n'est pas une journée, c'est une saison. On tua par-ci par-là, dans les mois de septembre et d'octobre. À la Saint-Michel, le jésuite Auger, envoyé du Collège de Paris, annonça à Bordeaux que l'archange Michel avait fait le grand massacre, et déplora la mollesse du gouverneur et des magistrats bordelais. Un homme de la cour gourmanda aussi leur lenteur. Le 3 octobre, les jurats, avec des bandes en chapeau rouge, forcèrent le gouverneur à laisser faire l'exécution. On tua 264 personnes, et on ne se fut pas arrêté, mais le reste des protestants avaient trouvé un asile au château Trompette. Une industrie existait à Paris. On avait fait des magasins de protestants, où les chefs de l'exécution les tenaient en réserve, sans doute pour les faire financer. Quand ils étaient ruinés, on les tuait. Le 5 septembre, le roi envoya chercher le capitaine Pézon, qui était un boucher, et lui demanda s'il en restait encore, de ces huguenots. Jean est jeté 20 hier à la Seine, dit-il froidement, et Jean est autant pour demain point. Le roi se mit à rire de voir son amnistie si bien respectée. Il faudrait désespérer de la nature humaine, si cette férocité avait été universelle. Heureusement, un nombre immense de catholiques détestèrent la Saint-Barthélemy. Une classe fut admirable, celle des bourreaux. Ils refusèrent d'agir, disant qu'ils ne tuaient qu'en justice. À Lyon et ailleurs, les soldats refusèrent de tirer, disant qu'ils ne savaient tuer qu'en guerre. Le long du Rhône, les catholiques,
voyant flotter les victimes de Lyon, en poussaient des cris de douleur, invoquaient Dieu contre les assassins. Si des protestants abjurèrent, en revanche des catholiques, par l'horreur d'un tel événement, furent détachés de leur croyance. Cet acte, dit l'un d'eux, me fit dès lors aimer les personnes et la cause de ceux de la religion. Les gens du Parlement sentaient très bien le coup profond, terrible, que s'était porté le catholicisme. Ils se désespéraient de voir l'antique religion de la France, la royauté, mise plus bas par un fou furieux qu'elle ne fut jadis par un idiot. Ils entreprirent de replâtrer l'idole, insistèrent pour justifier la cour, qui ne le demandait point. Pour laver quelque peu le roi, il fallait réussir à salir les victimes, tirer de quelques protestants des aveux contre l'amiral, un semblant de conspiration. On s'en procura deux, qu'on attrapa dans l'hôtel même de l'ambassadeur d'Angleterre, qui grogna quelque peu et s'apaisa bien vite. L'un, Briquemot, vénérable vieillard qui avait servi le roi toute sa vie, l'autre, Cavagne, intrépide, énergique. On n'en tira rien que l'honneur, la gloire de Coligny. On avait apporté ses papiers au Louvre. Les misérables, découvrant sa grande âme, furent surpris et embarrassés. De 1570 à 1572, il avait, tous les soirs, écrit l'histoire des guerres civiles. De plus, longuement élaboré un mémoire sur l'état du royaume, là, son ferme conseil au roi de ne point apanager ses frères. Enfin, un petit mémoire sur la guerre des Pays-Bas, le sens était, si vous ne les prenez, l'Angleterre va les prendre point. En le voyant si français, si fidèle, tellement citoyen, contre l'Angleterre protestante, les meurtriers baissaient les yeux. Quelqu'un dit, cela est très beau, digne d'être imprimé. Gondi en détourna le roi, prit ses papiers et les mit dans le feu. Catherine seule ne sentit rien de cela. Avant qu'on brûlât, elle fit trophée de ces papiers si glorieux pour Coligny, si accablants pour elle, pour ceux qui l'avaient tué. Elle les montra, triomphante, à l'ambassadeur Walsingham, le voilà, votre ami. Voyez s'il aimait l'Angleterre, madame, il a aimé la France. Depuis le 24 août, ce n'était plus que fête, le temps les favorisait fort. Le clergé fit la sienne, dès le jeudi 28, il publia un jubilé où allèrent le roi et la cour, faisant leurs stations et rendant grâce à Dieu. Le Parlement ne fut pas en reste, il fonda une fête, une procession annuelle pour le beau jour de la Saint-Barthélemy. Il était parvenu, grâce à Dieu, à trouver Coligny coupable, s'appuyant des aveux des deux hommes qui n'avaient rien dit. On le condamna à être traîné sur la claie et pendu, si toutefois on retrouvait son corps, sinon en effigie. On fit son mannequin fort ressemblant de mise et d'attitude, sans oublier le cure-dent que le taciturne amiral avait si souvent à la bouche. On le brûla en grève, en même temps qu'on pendait Cavagne et Briquemot. Le roi alla à l'hôtel de ville voir cette fête avec sa mère et le petit roi de Navarre. Seulement Charles IX regardait derrière un rideau. Pendant plusieurs jours, disent le catholique Brantôme et l'auteur protestant de l'État de la France, il y avait eu pèlerinage à l'Épine des Innocents et pèlerinage à Montfaucon pour voir un je ne sais quoi sans forme, quelque chose de noir, demi-grillé, qu'on disait être le corps de Coligny. Le roi y avait été des premiers avec la cour et la foule des bonnes gens de Paris. On avait grand soin, dans ces temps, de mener les enfants au supplice des brigands, aux expositions de voleurs,
pour les moraliser et leur imprimer le souvenir de ces exemples salutaires. On conduisit à Montfaucon les petits huguenots, tout nouveaux catholiques, les propres fils de l'amiral. L'aîné, âgé de 15 ans, sanglotait à crever. Le plus jeune, de 7, appelé Dandelot et digne de ce nom, regarda d'un œil ferme, voyant son père transfiguré comme il le sera dans l'avenir. Fin du tome 11e. Table des matières. Page. Préface I. Chapitre 1er. Henri II. La cour et la France. Jarnac. 1547-9. Esprit romanesque du temps 9. Diane persécute la duchesse d'Étampes. 13. Chapitre 2. Le coup de Jarnac. 10 juillet 1547. 21. Le roi, la reine et Diane à Saint-Germain. 23. Montmorency et Coligny. 26. Duel de Jarnac et la Châtaigneraie. 29. Chapitre 3. Diane. Catherine. L'Aiguise. 1547 à 1559. 36. Année et la Diane de Goujon. 37. Pourquoi Diane aimait Catherine. 44. La curée, les dévorants. 46. Les Guises et leurs 15 évêchés. 49. Chapitre 4. L'intrigue espagnole. 55. Les Jésuites sont un ordre espagnol. 56. Combien l'Espagne est romanesque. 58. Manuel pour faire des romans. 61. Matérialité et verbalité. 64. Charles Quint cède à la réaction. 64. Chapitre V. Les martyrs. 74. Muret réformé, élan musical. 75. Pendant 40 ans, les protestants se laissèrent brûler. 77. Lois épouvantables de Charles Quint. 82. Les amitiés des martyrs. 86. Chapitre 6. L'école des martyrs. 89. La mission de Calvin. 90. Esprit de Genève anti-calviniste. 93. Génie légiste de Calvin. 94. La Genève de Calvin, les psaumes. 98. Chapitre 7. Politique des Guises. La guerre. Metz. 1548 à 1552. 103. Folie de leur politique. 104. L'aveuglement de Charles Quint fait leur succès. 107. Ils surprennent les 3 évêchés et repoussent Charles Quint. 1552. 112. Chapitre 8. Ronsard. Marie la sanglante. Saint-Quentin. 1553 à 1558. 117. Ronsard contre Rabelais. 119. Philippe II épouse Marie, humilie le pape. 121. Henri II infidèle à Diane, elle l'occupe de guerre. 1556. 127. Défaite et siège de Saint-Quentin, Coligny. 1558. 128. Chapitre 9. Persécution. Mort d'Henri II. 1558 à 1559. 135. Le chrétien peut-il résister à l'autorité? 136. L'Église de Paris, 1555. 140. Chant du Préauclair, mars. 142. Le prêche de la rue Saint-Jacques, 4 septembre. 143. Le roi précipite la paix, 3 avril 1559. 149. Menace du roi. Sa mort, 29 juin, 154. Chapitre X. Royauté des Guises sous François II. 1559 à 1560. 159. Portrait des Guises, de Catherine, de Marie Stuart. 160. Le roi de Navarre trahit les protestants. 165. Influence de l'Espagne en France. 168. Le budget de Philippe. 269. Chapitre 11. Terrorisme des Guises. La Renaudie. 1560-174. Puissance du clergé sur le peuple. 175. Esprit général de résistance, mars. 178. Les Châtillons et Condé persistent dans l'obéissance. 184. Mort de la Renaudie et supplice. 187. Chapitre 12. Mort de François II et chute des Guises.
1560-193 Catherine espionnée par Marie Stuart 195 Le chancelier de l'hôpital 198 Assemblée de Fontainebleau, 21 août, 200 Navarre et Condé Ce livre 203 Mort de François II, 3 décembre, 205 Chapitre 13 Charles IX. Le triumvirat. Poissy et Pontoise. 1561-207 États généraux d'Orléans, 13 décembre 1560, 208 Le clergé s'adresse à l'Espagne, mai 1561, 214 Colloque de Poissy, septembre, 218 Bataille du Faubourg Saint-Marceau, 27 septembre, 224 Chapitre 14 Intrigue des Guises en Allemagne. 1562-232 Leur conversion simulée au protestantisme 236 Chapitre 15 Massacre de Vassy 1562, 1er mars 240 Chapitre 16 Première guerre de religion, 1562 à 1563 249 Les Guises s'emparent du roi et de sa mère 250 Coligny refuse d'appeler l'étranger 251 Le parti de l'étranger 252 La Saint-Barthélemy de 1562-260 Bataille de Dreux, 19 décembre 1562, 265 Guises assassinés, 18 février 1563, 271 Chapitre 17 La paix, et point de paix, 1563 à 1564 274 L'Espagne domine Catherine 275 La balance était impossible 277 Les protestants assassinés partout 280 Chapitre 18 Le duc d'Albe. La seconde guerre civile 1564 à 1567 284 Entrevue de Bayonne, juin 1565, 287 Le duc d'Albe aux Pays-Bas, 1567, 288 Coligny propose de s'emparer du roi 289 Le contraint de la Boétie 289 Bataille de Saint-Denis, 10 novembre 1567, 290 Chapitre 19 Suite. Conquête de la liberté religieuse 1568 à 1570 294 Débâcle moral du vieux parti 295 Henri d'Anjou, général à 16 ans 298 Mort de Condé à Jarnac, 13 mars 1569, 302 Montcontour, 3 octobre, 304 Coligny impose la paix, 8 août 1570, 307 Chapitre XX Charles IX contre Philippe II. 1570 à 1572 309 Catherine, toute italienne, n'aimait qu'Anjou 312 Jalousie de Charles IX 314 Sévère, sa violence, son amour 316 Il veut marier son frère en Angleterre, 1570, 317 Il agit pour les Turcs 321 Chapitre XXI Coligny à Paris. Occasion de la Saint-Barthélemy 1572 324 Situation de Coligny, sa tristesse, son isolement 327 Devait-il venir à Paris 334 Incertitude de Catherine 340 Échec des protestants, 9 juillet, et découragement du roi 341 Chapitre XXI Les noces vermeilles août 1572 343 Coligny devait rester à Paris 345 Jalousie des Anglaises et froideur d'Orange 347 Mariage de Navarre, 18 août, 349 Anjou, menacé par son frère,
complote avec Guise 354 chapitre Txie blessure de Coligny. Charles IX consent à sa mort. 22 à 23 août 1572 358 Coligny blessé essaie d'éclairer le roi 362 la reine et Gondi l'Effrayant et obtiennent le massacre 365 chapitre Txiv mort de Coligny et massacre du Louvre. 22 à 26 août 1572 372 chapitre XXV quel par Paris pris au massacre. Août 1572 385 douceur de quelques capitaines 388 le capitaine Charpentier fait tuer Ramus 389 chapitre XXV suite. Août, septembre, octobre 1572 394 lundi 25 août. Guise à Paris malgré le roi 395 massacre des marchands protestants 396 mardi 26. Le roi se déclare auteur du massacre 401 la Saint-Barthélemy des provinces 403 le Parlement condamne Coligny 405 Paris. Imprimerie moderne, Bartier, directeur, rue Gigi Rousseau, 61. End of the Project Gutenberg e-book Histoire de France 1547 à 1572, volume novembre 2019, updated editions will replace the previous one the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work,
you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full